Bonsoir tout le monde, je me présente. Je me nomme Oriane Lefort. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, tendez l'oreille. Vous entendez? Ce sont des oiseaux qui s'agitent et chantent au cœur de cet élégant campus américain de Yale. Il fait beau. Les étudiants flânent et discutent. Parmi eux, on reconnaît Mélina. Elle a 17 ans. Poursuivie de brillantes études de droit, elle consacre une autre partie de son temps au match de tennis dans lequel elle s'engage avec le même enthousiasme et la même réussite. Quand elle a le temps, elle aime s'occuper de son jeune frère, Eliane, 18 mois, qu'elle va volontiers chercher sa nurse pour l'emmener jouer au parc. À vrai dire, mesdames, messieurs, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas la réalité. Mélina a bien 17 ans. Elle vit à Brest. Elle est étudiante, c'est vrai, mais Yale est pour elle une sorte de rêve. Elle est en première année de sciences. Elle partage son temps entre la fac et le McDo, où elle travaille pour aider à payer ses études. Sa maman est seule, et son petit frère Eliane, 18 mois, ne va pas encore à l'école. Mélina et son frère jonglent entre les métiers respectifs et la garde d'Eliane. C'est pas tous les jours facile, mais Mélina est une excellente élève et la famille est unie. Mélina, Eliane. À vrai dire, ils ne sont pas américains, pas plus qu'ils ne sont français. Mélina a 17 ans, certes, mais à l'heure d'aujourd'hui, elle s'inquiète peu de ses études. Son unique souci, sa seule préoccupation, c'est la santé d'Eliane, son fils, qui se meurt aujourd'hui. Il est affamé, il est maigre, il dort. Il attend d'être enfin pris en charge à l'hôpital Fontaine. Nous sommes à Port-au-Prince. Nous sommes à Haïti. Que s'est-il passé? C'était en juillet 2022, et on peut ainsi imaginer les faits. Dans les rues poussiéreuses et animées de Port-au-Prince, Mélina marchait d'un pas déterminé vers le marché. Son panier vide à la main, elle se fondait dans la mosaïque mouvante de la foule, où les marchands appelaient à grands cris pour vendre leurs marchandises. Son esprit était concentré sur une seule chose, nourrir sa famille. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les étals colorés, un homme du gang de Grande Ravine l'aborda. Son regard insistant et ses paroles suggestives la faisaient frissonner d'appréhension. Dans un geste brusque, l'homme l'attrapa par le bras. On imagine ses intentions évidentes dans son regard lubrique. La peur étreinte alors le cœur de Mélina, tandis qu'elle se débattait, ses cris étouffés par le tumulte du marché. Les détails de cet horrible instant sont trop sombres pour être dévoilés, mais dans le silence étouffant des ruelles abandonnées, l'innocence de Mélina fut profanée, sa dignité volée dans un acte de violence impitoyable. Elle se retrouva seule, brisée. Des semaines passèrent, et dans l'ombre de cette tragédie, en mars 2023, une nouvelle vie naquit. Dans une petite chambre délabrée, Mélina tint dans ses bras un petit garçon qu'elle nomma Elian. Son sourire fragile éclairait la pièce sombre, apportant un rayon de lumière dans la nuit de leur existence. Mais la vie était sans pitié, et la faim rôdait, comme un spectre insatiable. Malgré les efforts désespérés de sa mère, Elian grandit dans les griffes de la malnutrition. Ses joues sont creuses, ses yeux ternes, témoins silencieux de la lutte quotidienne pour survivre dans un monde hostile. Les cris de désespoir de Mélina résonnent dans les rues étouffantes, mais le monde semble sourd à sa souffrance. Les ressources existent. Haïti n'est pas le Soudan, ni le Sahel, ni l'Éthiopie, mais pour Elian, l'aide est lointaine et il dépérit lentement sous les yeux impuissants de sa mère. Il sera obligé d'être amené de force à l'hôpital Fontaine, à Cité-Soleil. À l'âge de 13 mois, il pèse 4 kg. Et encore une fois, la vie d'un innocent est mise en péril. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, soyons honnêtes, vous et moi. L'histoire de Mélina et Elian, s'il était le scénario d'une série Netflix, on n'y croirait pas un seul instant. Tant la violence nous paraît invraisemblable, voire racoleuse, et la tragédie excessive. Et pourtant, cette histoire, c'est la réalité vraie. C'est la réalité de Mélina et d'Elian. C'est la réalité d'Haïti. Cet Haïti qui, en 1804, a pu s'enorgueillir d'être la première république noire au monde. Vous imaginez? La première république noire au monde. Ce petit bout lumineux de la terre caraïbe, et qui n'est aujourd'hui qu'anarchie violente et sombre chaos, qui laisse ses adolescentes se faire violer dans les rues, et ses enfants mourir de faim. Madame la Présidente, Monsieur et Madame les jurés,
quand j'ai appris la situation de Mélina et qu'il s'est imposé à moi l'obligation morale, citoyenne, féministe, fraternelle, de plaider ici en son nom, Haïti était encore un semblant d'État administré. Ariel Henry y tenait le lieu de Premier ministre. Et c'est vers lui, mesdames et messieurs, que je voulais résolument porter ma charge avec toute ma force et avec toute ma rage. C'est son inaction que je voulais incriminer. C'est sa faiblesse face à la violence et la corruption que je voulais dénoncer. C'est sa résignation face à la prise de pouvoir effective des gangs que je voulais accuser. Je lui aurais rappelé à ce Premier ministre qu'Haïti a adopté en 1995 la Convention intra-américaine de Belém do Pará pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes. Criminaliser toute forme de violence à l'égard des femmes, en particulier la violence sexuelle, Haïti s'y était engagé. Avec le monde pour témoin, Mélina appréciera. J'aurais aussi rappelé à ce Premier ministre qu'Haïti, en 1981, a ratifié la Convention CEDAW, autrement dit, la Charte internationale des droits des femmes, qui énonce les droits fondamentaux de chaque femme et oblige les États à éliminer toute forme de discrimination ou de mépris à son égard. Mélina appréciera. J'aurais enfin rappelé à ce Premier ministre qu'Haïti avait évidemment pris à son compte en 1948 la si précieuse et si fondamentale Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux et en dignité et en droit, dit son article 1. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, affirme son article 3. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énonce son article 5. Vous aviez le devoir de faire valoir ces droits, Madame la Première ministre, et de respecter absolument ces injonctions. Ça aussi, Mélina appréciera. Elian, lui, est encore tout jeune. Il est encore trop petit pour revendiquer le respect de ses droits et de son unité en convoquant les contextes. Lui, c'est son corps, c'est sa faim, c'est sa souffrance qui nous rappelle à tous notre devoir envers lui. Parce que, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, rappelons-nous ce que la Convention relative aux droits de l'enfant, signée par Haïti en 1990, proclamait au monde. Dans son article 24, elle reconnaissait le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible et à bénéficier des services médicaux et de réadaptation. Elle stipulait que les États parties devaient prendre des mesures appropriées pour garantir la réalisation de ce droit et lutter contre les maladies et la malnutrition en veillant notamment à la prévention et au traitement des maladies infantiles. C'est la meilleure d'Elian qui aujourd'hui revendique le respect de ses droits et dénonce l'injustice comme commet envers lui son pays. C'est cette même convention, en son article 19, stipulait que les États parties devaient prendre toutes les mesures législatives et administratives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, de préjudice ou de mauvais traitement. C'est la pâleur, les pleurs et la douleur d'Elian qui revendique le respect de ses droits et dénonce les injustices que commet envers lui son pays. La Convention relative aux droits de l'enfant énonçait aussi, dans son article 6, le droit de tout enfant à la vie, d'abord et à son développement physique, mental, moral et social. C'est la malnutrition et les carences d'Elian qui revendique le respect de ses droits et dénonce les injustices que commet envers lui son pays. Mais cet État n'en est plus tout à fait un. Le Premier ministre a jeté l'éponge. La République s'enfonce dans un abîme sans fond. Tout n'est que misère et insécurité. Les gangs continuent de terroriser une population qui se déplace par centaines vers la République dominicaine frontalière. Méliane et Elian, eux, demeurent prisonniers du bagne de leur souffrance. Ils sont deux anges dans l'enfer d'Haïti. Évidemment, vous vous demanderez comme moi, mais que font les pays de la région? Que font les États ennemis voisins? Que fait l'ONU? Et que fait la France, colonisateur de cette île qui était alors Saint-Domingue, qui a épuisé Haïti en lui imposant une indemnité faramineuse pour compenser les pertes subies par les anciens propriétaires d'esclaves? Cette immense dette d'Haïti envers la France n'a-t-elle pas contribué à allumer le feu de la violence qui a déchiré le corps de Mélina? N'a-t-elle pas participé à affamer l'enfant qu'elle aime aujourd'hui plus que tout et qu'elle peine à élever? Je sais bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le juré, que des mesures sont prises à l'international pour assurer des mesures de stabilisation de la zone, ce qu'on appelle un conseil présidentiel de transition. Que la proposition d'engagement d'un processus dit de nation building est envisagée, qui viserait à encourager Haïti à accepter une tutelle extérieure. Et la France prend sa part à la recherche de solutions, sachant très bien que les gangs n'ont pas l'intention de céder du terrain et de renoncer à leur pouvoir barbare. Mais bon sang, Elian a faim. Bon sang,
Mélina s'inquiète et Mélina souffre. Et à l'heure d'aujourd'hui, la géopolitique mondiale n'est ni nourrit ni n'apaise. Alors c'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui m'en prendre au gouvernement d'Haïti qui n'existe pas. Et les barbares n'entendent pas la voix de la raison, et encore moins celle du droit. Et certains n'ont pas ma petite voix des antipodes, lointaine et humble. Mais je veux qu'elle parvienne aux oreilles de Mélina et d'Elian. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, est-ce que ce ne serait pas à moi, est-ce que ce ne serait pas à nous, citoyens du monde, à l'opinion publique internationale à laquelle nous appartenons, de faire valoir nos droits d'être humains et aider un frère humain? Après tout, nous nous inquiétons des droits de nos frères ukrainiens. Et loin de moi l'idée de vous faire faire une hiérarchie des souffrances. Nous nous passons plus d'Haïti comme une patate chaude vouée à répéter ce même cycle, encore et encore. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, face à ce récit de désespoir, je vous saurais gré de ne pas détourner le regard. Car derrière chaque inaction se cachent des vies d'innocents brisés, des rêves étouffés. Car tant que Mélina et Elian souffriront, tant qu'Haïti saignera, nous ne pourrons pas prétendre à une humanité pleinement éclairée. Merci.